Edouard, c'est ton tour. Toi, tu vas nous parler d'hépatite virale, de cirrhose grave et de transplantation hépatique. Bonsoir Jérôme, ouais, tout à fait. On va commencer par les actualités dans l'hépatite virale avec un gros travail qui est sorti sur l'hépatite delta, le bulévertide, qu'on connaît maintenant depuis quelques temps, puisqu'on l'utilise, mais pour lequel il y a encore quelques questions. Alors l'hépatite delta, on sait que c'est un virus défectif, qui a une atteinte qui est plus rapide et plus sévère que dans l'hépatite B, avec une prévalence de portage chez les patients qui sont antigènes HBs+, qui est autour de 3%. Le traitement, on sait que le traitement de l'hépatite B n'a pas d'efficacité dessus. On a longtemps utilisé l'interféron comme traitement suspensif. C'était long, un petit peu laborieux, avec des résultats pas toujours très enthousiasmants, et une efficacité qui laissait à désirer. Le bulévertide est arrivé depuis quelques années. C'est un inhibiteur d'entrée. Ça va bloquer le récepteur NCTP, qui va empêcher l'entrée du virus dans l'hépatocyte. Et on sait qu'on a une réponse virologique. Il y a eu pas mal de données qui ont déjà été publiées. Mais la question qui reste en suspens, dans quelle mesure on peut avoir une réponse prolongée pour avoir une réadaptation immunitaire, et la question de la place aussi de l'interféron en fait en association au bulévertide pour essayer d'avoir cette réponse et d'arrêter le traitement, parce que pour l'instant on avait surtout des données sur un traitement de maintenance. Il y a eu une cinquantaine de patients qui ont été inclus dans 3 bras différents pour comparer en fait les 2 doses de bulévertide, 2 et 10 mg, avec ou sans association d'interféron. Donc, c'est des patients qui ont une hépatite delta, une prévalence de fibrose sévère qui était assez significative, un tiers de patients. Ils sont tous sous traitement antiviral B, évidemment. Il y avait un bras interféron, un bras bulévertide 2 mg plus interféron, un bras bulévertide 10 mg plus interféron, et le bulévertide 10 mg tout seul, traité pendant 96 semaines, avec comme critère de jugement principal une charge virale négative à S24 après l'arrêt du traitement. Ils ont pris un autre critère composite qui était la normalisation des transaminases et la charge virale négative. Les résultats sont plutôt très encourageants. On voit en haut en fait le critère de jugement principal, donc la charge virale négative en fin de traitement, à 48 semaines de l'arrêt du traitement. On voit qu'il y a une réponse qui est beaucoup plus fréquemment positive sur le bulévertide 10 mg en association à l'interféron. On voit que le bulévertide seul ou l'interféron seul a des réponses qui sont clairement pas comparables. Vous voyez en bas le critère composite, donc normalisation des transaminases et charge virale positive à distance de l'arrêt du traitement. On est à presque plus de 40% de réponses virologiques soutenues, si on peut dire, ce qui est vraiment un changement complet de paradigme dans l'hépatite delta, où on commençait un traitement chez les patients, on ne savait pas trop quand on pouvait l'arrêter. Il y avait eu quelques données préliminaires, mais pour l'instant, on n'avait pas de données solides comme ça. Donc, traitement à durée finie dans le temps, super. Association interféron, mais là on a des petits problèmes d'approvisionnement, donc il faut espérer que ça se règle dans le temps, ok. Mais c'est bulévertide 10 mg quand même, et ça on ne l'a pas. Alors ça, c'est effectivement le grand problème, c'est que c'est un médicament, quand il a été mis en autorisation d'accès précoce, est resté difficilement disponible. Puis avec l'AMM, on n'a effectivement que de 2 mg, qui est celui qu'on utilise actuellement. Vraisemblablement, avec des résultats comme ça, il va y avoir des démarches qui vont être entreprises, en tout cas on l'espère. Il y a aussi la question qui avait été soulevée par les études de vraie vie, c'est de prolonger en fait le traitement par 2 mg qui avait montré des résultats intéressants, mais là encore, ça ne correspond pas à l'étude qui a été faite. C'est vrai que l'idée d'avoir un traitement fini sur une durée finalement pas si longue que ça, avec un taux de réponse à 40%, est assez séduisant. Mais pour l'instant, on n'a pas de visibilité sur la disponibilité du 10 mg. Le travail suivant que j'ai trouvé intéressant, c'est dans l'hépatite B, sur le B-pérovicène. On sait que l'hépatite B, c'est une infection qui reste présente, même si la prévalence n'est pas très élevée, 0,3%. C'est une cause fréquente, effectivement, de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire. Il y a un traitement qui est connu de longue date, c'est les antinucléosidiques, nucléodidiques, qui permettent une suppression de la charge virale, mais qui ont finalement une efficacité assez modérée dans l'obtention d'une guérison fonctionnelle, voire d'une guérison complète avec la séroconversion dans le système S. Et donc la guérison fonctionnelle, qui est un objectif thérapeutique, c'est la négativation de l'antigène HBs et une charge virale négative. Et ça, c'est quelque chose qui ne survient pas avec les traitements à l'heure actuelle.
Le bepirovirsen, c'est un oligonucléotide anti-ARN du VHB qui permet, dans les études pour l'instant qu'on a à disposition, de négativer l'antigène HBS dans presque un quart des malades, mais qui n'a qu'un effet suspensif. En fait, il n'y a pas de rémanence et finalement, la maintenance de la négativité de l'antigène HBS est assez faible. C'était 3 à 10% des patients. Donc, dans cette idée en fait de boost du système immunitaire et de favoriser en fait cette guérison fonctionnelle, il y a la question de l'intérêt de l'interféron qui pourrait être ajouté en plus du traitement par bepirovirsen et nucléosidique pour voir si ça pouvait avoir un intérêt. Donc, c'est l'objet de cette étude qui a inclus des patients qui avaient une hépatite B chronique, qui étaient stables sous traitement antiviral B, donc avec une charge virale négative, qui a été éligible à un traitement par interféron. Et ils ont fait 2 bras, un bras 24 semaines ou 48 semaines de bepirovirsen, avec à la suite un traitement par interféron, et ils ont regardé la réponse virologique à distance, donc une guérison fonctionnelle, antigène HBS négatif et charge virale négative. Le critère composite, là aussi, c'était transaminase normale et charge virale négative. Des résultats qui sont encourageants. On a 10 à 20% de réponses en fin de traitement avec une négativation donc, de l'antigène HBS et de la charge virale. Derrière, ils ont essayé de regarder quels étaient les facteurs prédictifs en fait, de cette réponse virologique. Et ce qui est ressorti, qui était un petit peu attendu évidemment, c'est le taux d'antigène HBS en fait, basal. Et donc si on regarde les résultats après traitement des patients qui avaient en gris moins de 3000 unités par ml d'antigène HBS ou en bleu ciel, moins de 1000 unités d'antigène HBS avant traitement, mais on voit là qu'on arrive à atteindre des taux de guérison fonctionnelle de plus de 50%. Donc c'est effectivement une sous-population sélectionnée, ça ne peut pas être la majorité des malades, mais qui deviennent quand même vraiment, vraiment intéressants parce qu'on a un traitement qui va vers la guérison fonctionnelle. Donc c'est vraiment une avancée significative. La limite de l'étude, il n'y avait pas de bras contrôle. Tous les patients étaient traités bepirovirsen plus interféron. On aurait peut-être aimé voir un peu ce que ça donnait de manière différemment. Il y a des études qui se poursuivent, qui sont en cours dans le cadre du développement du médicament et qui vont être intéressantes là aussi. Petite note pour la fin sur les hépatites virales. Petite question autour de la grossesse et de la transmission materno-fétale chez les femmes enceintes qui ont des charges virales très élevées. On connaît les recommandations pour limiter l'immunoprophylaxie active et passive à la naissance des enfants. On sait qu'en fait, il y a un risque résiduel quand même chez les patientes qui ont une charge virale très élevée pendant la grossesse, avec une préconisation de traitement par tenofovir si la charge virale est supérieure à 200 000 unités, ou, alors ça dépend des recommandations, mais pour le ASL, c'est si le taux d'antigène HBS est très élevé. La question, c'est quelle durée de traitement on va laisser à ces patients qui n'ont pas d'indication à la base, c'est juste la contamination. On sait qu'il y a un risque de rebond virologique, surtout avec la modification du système immunitaire pendant la grossesse. Est-ce qu'il faut laisser le traitement derrière pendant une période prolongée? Est-ce qu'on peut arrêter tout de suite? En fait, là, ils se sont posé la question. On va comparer arrêt immédiat, arrêt décalé, et on voit ce que ça donne. Donc, ils ont pris des femmes enceintes, indication de traitement sur le dernier trimestre, avec comparaison arrêt immédiat, donc à l'accouchement, et arrêt décalé, c'était au minimum 4 semaines. L'essentiel de la population a arrêté à 12 semaines, en fait. Donc, arrêt immédiat versus 3 mois de traitement supplémentaire. Aucune différence. On voit qu'il y a une rechute virologique chez tout le monde, ça c'est attendu. Un rebond clinique et une nécessité de réintroduire un traitement en cas d'hépatite active sur une dizaine de pourcents des patients, donc pas de différence. C'est intéressant de savoir qu'en fait, on peut être assuré, dès que l'accouchement est fini, le traitement, on l'arrête, il n'y a pas de bénéfice à le prolonger. Ça pose aussi souvent parfois des questions vis-à-vis de l'allaitement. Suite à l'accouchement, ça peut être pratique. On va parler maintenant un petit peu de cirrhose grave avec un travail de consensus qui a été fait par l'International Acid Club sur la fonction rénale du cirrhotique et comment est-ce qu'on l'évalue en particulier en cas d'atteinte aiguë. On sait que la fonction rénale du cirrhotique, ça a un impact pronostic majeur, que c'est une évaluation qui est compliquée parce que la créatinine, c'est particulier dans ce contexte et que donc le syndrome hépatorénal, l'insuffisance rénale aiguë, c'est 2 notions qui sont très importantes à prendre en compte pour les patients qui ont ces cirrhoses graves. Donc là, c'était un travail de consensus européen, une méthode de Delphi un peu modifiée. Il y avait des groupes de travail qui posaient des questions, qui faisaient une proposition, qui après était gradée en fonction du niveau de preuve. Et après, il y avait une synthèse qui était proposée et validée par le groupe. Il n'y avait pas de vote systématique. Le gros avantage, c'est que c'était multidisciplinaire. Donc, il y avait des hépatologues, évidemment, mais il y avait aussi des néphrologues, des réanimateurs, des chirurgiens, des pharmacologues, donc pour essayer de mettre un petit peu tout le monde d'accord sur ce qu'on pouvait prendre comme critère.
qui n'est pas toujours évident. Première petite chose qui est intéressante, et je pense qu'il faut rappeler, c'est qu'il propose quand même la méthode de calcul d'estimation du débit de filtration glomérulaire, d'utiliser la formule CKD-EPI et si possible avec la cystatine C, ce qui n'est pas encore fait partout systématiquement, parce que c'est celle qui a le meilleur reflet finalement de la fonction rénale du cirrhotique. Sur la définition de l'insuffisance rénale aiguë, on est resté sur une créatinine de base avec une augmentation soit de 50%, soit de 26 micromoles. Ils ont un petit peu étoffé la définition de la créatinine de base parce que c'est vrai qu'on connaît le principe, mais on n'a pas toujours une créatinine qui va avant. Et en fait, ils ont dit finalement, on peut essayer de calculer une créatinine théorique qui permettrait d'avoir un débit de filtration glomérulaire à 75 millilitres minute. Donc, si c'est un patient qu'on ne connaît pas, on n'a pas de biologie antérieure, on peut avoir cet objectif pour se fixer. La récupération d'une fonction rénale, c'est la créatinine de base, plus ou moins 26 micromoles. Donc là aussi, c'est quand est-ce qu'on arrête les traitements, quand est-ce qu'on considère qu'on a répondu et qu'on est satisfait. Et enfin, une petite modification aussi pour la définition de l'insuffisance rénale aiguë. Il y avait l'arrêt des néphrotoxiques et il y avait cette expansion volémique avec de l'albumine pour voir la réponse, ce qui était adapté parfois, mais ça posait parfois un peu le problème aussi de la surcharge chez les patients qui finalement étaient plutôt en hyperinflation. Ça a été modifié, en fait, c'est adapté à la clinique et l'albumine n'est pas systématique, en fait. Les cristalloïdes peuvent être aussi une option en fonction de la situation des patients. La définition du syndrome hépatorénal a un petit peu évolué aussi. Alors, pas tant sur la modification de la créatinine, on reste à plus de 50% ou 26 micromoles, une cirrhose avec acide, mais dans le fait que cette fois, il n'y a plus le délai en fait qui a été raccourci, une expansion volémique, si elle est cliniquement pertinente et indiquée, c'est-à-dire qu'on peut poser un diagnostic de syndrome hépatorénal même s'il n'y a pas d'expansion avant, et pas forcément être éliminatoire si jamais il y a une néphropathie associée, s'il y a une petite protéinurie ou des choses comme ça. Ils disent donc l'absence d'évidence, de preuves fortes en faveur d'une autre atteinte rénale. C'est toujours un petit peu le problème chez ces patients pour qui on peut avoir une maladie, une néphropathie par néphrangioschlérose diabétique ou des choses comme ça associées. On se dit, tiens, est-ce que c'est vraiment ça? On peut. Donc une cirrhose avec acide, une insuffisance rénale aiguë, l'absence de réponse au remplissage si besoin, c'est un syndrome hépatorénal. Pas trop d'évolution au niveau du traitement, mais là encore, l'albumine est adaptée à la clinique. Donc on met la terlipressine, IVSE, on monte la dose par palier, on fait un remplissage en albumine qui est guidé par l'évaluation clinique, idéalement l'échocardiographie, mais pas de remplissage systématique, quotidien, comme on a pu avoir à une époque. Les critères d'arrêt et donc de réponse au traitement, normalisation de la créatinine plus ou moins 26 micromoles, l'absence d'amélioration après 48-72 heures de dose maximale tolérée, ou alors l'indication de dialyse ou de transplantation hépatique, auquel cas on arrête. Là aussi, il repose un peu la question de la transplantation hépatique, toujours sous les mêmes indications, mais en disant que ça reste vraiment le traitement final du syndrome hépatorénal chez ces patients qui ne régressent pas après traitement du facteur déclenchant. Dans ton encadré des définitions, c'est marqué que absence d'amélioration de la créate après remplissage vasculaire adapté à la clinique, mais met de 24 heures. Est-ce qu'il faut vraiment attendre 24 heures? Parce que parfois ça galope très très vite. Si on reste scolaire, on va perdre du temps chez certains patients. Tout à fait. On voit qu'ils raccourcissent, qu'ils enlèvent un petit peu le côté expansion volémique systématique. Ça reste adapté à la clinique. Donc effectivement, je pense qu'en fonction de ce qu'on voit, si on voit que c'est vraiment un patient qui est hyper inflaté, si on peut avoir une information vis-à-vis de l'échographie cardiaque, des choses comme ça au niveau éventuellement pression veineuse centrale, même si c'est discutable, sur le niveau de remplissage, c'est pas la peine d'attendre si on voit qu'il n'y a clairement pas de déficit. C'est plus par rapport en fait aux situations peut-être un peu septiques, hémorragiques, où on peut toujours un peu se poser la question, est-ce qu'il y a un petit retard de remplissage ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer de ce côté-là? Effectivement, c'est adapté. Je pense qu'on peut se permettre. C'est toujours le problème du consensus officiel pour les études cliniques, d'avoir une définition extrêmement rigide qui permette d'être la comparabilité, ce qui est souvent un peu le problème. Et la pratique clinique, je pense qu'on peut se permettre quand même d'être souple. Si on voit que l'expansion volémique n'est pas adaptée, c'est pas la peine d'attendre, effectivement. Et parce que 24 heures sur un malade qui est grave comme ça peut être très très long, effectivement. Une autre étude très pratique qui était, que je trouve intéressante, parce qu'il y a donc, Aurélien en a parlé tout à l'heure, beaucoup de discussions maintenant sur la CLF depuis que c'est un syndrome qui a été reconnu et défini, sur le devenir de ces malades. C'est une étude qui s'intéresse en fait à la survie à 1 an hors transplantation des patients qui ont une acute on chronique liver failure, donc une décompensation aiguë sur une cirrhose. Donc la CLF, une défaillance d'organes associée à une cirrhose, une défaillance qui peut être rénale, respiratoire, hémodynamique ou cérébrale.
La prise en charge a beaucoup évolué sur les 10 dernières années avec un gain de survie qui devient majeur. On traite effectivement le facteur déclenchant et puis après, c'est le traitement symptomatique des complications, le bundle of care, comme disent les spécialistes, et qui nécessite souvent une prise en charge en réanimation. Ce qui pose un peu un problème parce que tous les secteurs de réanimation ne sont pas forcément très ouverts à cette discussion. Il y a une question d'expertise et de disponibilité de cette prise en charge. Finalement, effectivement, tous les résultats qu'on a, y compris la transplantation chez ces patients, c'est des centres experts, très spécialisés, souvent des centres de greffe qui ont leur cohorte, qui montrent que ça marche. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment transposable dans la vie de tous les jours, dans tous les centres? Ça, on n'a pas beaucoup de données de ce côté-là. C'est une étude qui s'est basée sur un registre national avec le système de données de santé où en fait ils ont l'ensemble de l'activité d'hospitalisation, donc des 80 services de soins intensifs réanimation du pays, couplés à la base de données de l'assurance maladie, et ils ont récupéré tous les patients hospitalisés en soins intensifs réanimation pour une cirrhose sur cette période. Ils ont éliminé tout ce qui était transplantation, intervention chirurgicale programmée, etc., pour ne récupérer que les hospitalisations de cirrhose standard. Ils se sont intéressés à la survie à 1 an sans transplantation des patients qui sont sortis vivants d'hospitalisation. Et ils ont aussi regardé la mortalité à court terme et intra-hospitalière. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail de la population. À peu près 3000 malades, une sévérité donc en fonction du stade ACLF, pas d'ACLF 1, 2 et 3 qui monte avec un MED moyen qui était à 25, essentiellement des cirrhoses alcooliques, à peu près 20% d'hémorragie, pas mal de sepsis aussi. Donc une population qui représente en fait le tout venant entre guillemets du cirrhotique qui va en réanimation. Si on regarde la mortalité brute en bleu clair, intra-réanimation, en bleu foncé, intra-hospitalière, ça suit le grade ACLF. On n'est pas très surpris. On voit qu'effectivement, ACLF 2, ACLF 3, il y a une mortalité qui est de 40-60%, ce qui est attendu. Si on regarde un petit peu différemment sur la survie, non pas brute, mais en fonction du temps et en fonction du stade ACLF, on voit qu'il y a une distinction claire entre en rouge les ACLF3 et en bleu tout au-dessus les patients qui n'ont pas d'ACLF. C'est un petit peu moins clair pour l'ACLF 1 ou 2 en fait, où la différence, finalement, les deux auraient peut-être un meilleur pronostic que le 1, mais bon, les courbes se chevauchent, donc c'est à peu près pareil. On voit quand même que l'ACLF3, la mortalité, elle est assez rapide et impressionnante. Et quand ils ont regardé en fait les facteurs qui étaient associés à la mortalité, on retrouve effectivement le MELD, mais que ce soit sur la mortalité intra-hospitalière, il y a effectivement le stade de la CLF, mais à distance, on a une mortalité qui n'est pas associée à ça, qui suit en fait, qui reprend le MELD finalement, et la mortalité qui est associée à une cirrhose tout venant. Donc finalement, même si on prend en compte des centres non experts, non transplantation au niveau d'un pays, la prise en charge des patients cirrhotiques qui ont un ACLF, ça doit pouvoir se faire en réanimation. Il n'y a pas de perte de chance. Il n'y avait en particulier pas de significativité en fonction du niveau de spécialisation du centre qui prenait en charge. Ils avaient en fait la même espérance de vie qui n'est pas forcément majeure, mais qui reste significative. Donc on reste quand même sur un traitement court, une réévaluation dynamique et la possibilité de transférer il faut essayer de forcer à transférer ces malades en réanimation. Ils ont quand même une chance de survie qui est significative, y compris après extra-hospitalier. Petite note pareil pour finir sur l'hypertension portale et la cirrhose grave. Une petite question pratique que j'ai trouvée amusante, en fait, c'est la place des bêta-bloquants après le TIPS. On a vu pareil tout à l'heure, Aurélie nous a parlé, le bêta-bloquant a une place dans l'hypertension portale qui devient extrêmement importante, en prophylaxie de l'hémorragie. Et puis on se pose la question finalement dans les patients en prophylaxie, prévention de la décompensation, il y a des effets systémiques, anti-inflammatoires, vasculaires diffus qui peuvent en fait poser un petit peu la question de à quoi ça sert vraiment les bêta-bloquants chez un patient à qui on a mis un TIPS. On sait qu'on a levé le bloc intrahépatique, mais finalement, on n'est pas toujours certain de son efficacité et peut-être que les effets périphériques peuvent être intéressants. Le TIPS, on en met de plus en plus, donc finalement, on se pose avec cette question, qu'est-ce qu'on fait après le TIPS ? Ils ont pris une cohorte rétrospective, monocendrique, 2009-2021, et ils ont regardé l'occurrence d'une décompensation au sens très large, hémorragie, ascite, ISLA, insuffisance rénale, encéphalopathie, chez les patients qui ont été typsés en fonction ou pas du bêta-bloquant qui était poursuivi. C'est une étude qui est rétrospective, donc en fait des populations qui ne sont pas trop comparables. Ceux qui avaient toujours les bêta-bloquants étaient un peu plus graves. Est-ce que ça avait un impact ? Cirrhose essentiellement alcoolique, MELD à 12-13. Indication, c'était essentiellement acide réfractaire et un petit peu d'hémorragie de rattrapage.
Si on regarde l'occurrence de la décompensation, aucune différence. Donc finalement, l'intérêt du bêta-bloquant après le TIPS n'apparaît pas chez ces patients. C'est effectivement présenté comme des courbes de Kaplan-Meier, mais ce n'est pas des courbes de Kaplan-Meier. C'est une analyse multivariée en prenant en compte le risque compétitif entre la transplantation ou le décès et en ajustant sur la population initiale, en particulier la sévérité et le MELD. Donc finalement, pas d'intérêt aux bêta-bloquants. Une fois qu'ils sont typsés, on peut les arrêter. Ce qui est raccord avec ce qui est mis dans les recommandations TIPS de la FEF. Tout à fait. Tout va bien. Ils étaient précurseurs. La transplantation hépatique maintenant, de très gros papiers qui vont changer les choses. Le premier, c'est la transplantation dans le cancer du côlon. Alors quand on dit ça comme ça saute, on se dit tiens, j'ai peut-être mal lu le titre, mais non, pas du tout. Le cancer du côlon métastatique, ça a été montré depuis longtemps maintenant que la résection de métastases en fait, était associée à un pronostic meilleur à long terme. Il y a eu beaucoup de progrès dans les traitements médicamenteux. Néanmoins, il reste une population qui est non résécable et chez qui le downstaging par chimiothérapie ne permet pas d'atteindre les résécabilités, avec un pronostic qui est extrêmement défavorable. Il y a eu quelques données exploratoires qui ont dit tiens, la transplantation, ça peut marcher, des données préliminaires, quelques dizaines de malades, et qui ont donc posé cette question, l'intérêt de la transplantation hépatique pour ces patients. Donc là, c'est une étude multicentrique prospective, 2016-2021, cancer du côlon métastatique, chimiothérapie versus chimiothérapie plus transplantation en intention de traiter. On verra tout à l'heure que c'est important. C'est quelque chose qui était évidemment très cadré. C'est des cancers du côlon qui sont validés en RCP local comme candidat potentiel, ensuite validés par la RCP de transplantation pour vérifier la transplantabilité. Et enfin, il y avait un comité d'experts centralisé, radiologues, chirurgiens, oncologues, qui revoyaient les dossiers pour dire « Ok, c'est non résécable, il peut être inclus dans le protocole ». La réponse objective était évaluée sur RESIST après 3 mois de chimio. Il n'y avait évidemment pas d'atteinte extra-hépatique. Et ce qui était un petit peu particulier, c'est que dans le cadre de ce protocole, avait été négociée en fait une priorisation sur la liste d'attente de transplantation pour qu'ils soient en fait en haut de liste au bout de seulement 2 mois d'attente pour éviter qu'ils aient un délai extrêmement prolongé. Et de toute façon, c'est des patients qui ne pouvaient pas avoir accès à la greffe hors protocole. 50 malades dans chaque bras. Je ne rentre pas dans le détail des tumeurs, mais enfin des métastases hépatiques multiples, parfois de taille assez conséquente. Il y avait un quart à peu près qui avait moins de 10 lésions, un petit quart qui en avait plus d'une dizaine. Des durées de chimiothérapie qui étaient de plusieurs mois. En général, ils avaient eu 20 cures, c'est ça sur la moyenne, et certains étaient jusqu'à leur 3e ligne de chimiothérapie. Si on regarde ce que ça donne, les résultats sont assez équivoques. Alors, on sait effectivement que sans transplantation, la survie est mauvaise. C'est attendu. Quand on regarde sur la gauche la survie en intention de traiter, donc les patients qui ont été randomisés et qui ont ou pas été greffés, on voit qu'on est à 70% à 5 ans, ce qui est quand même extrêmement significatif. Et si on regarde en per protocole, donc les gens qui ont été randomisés et greffés, là, la réponse est encore plus favorable. On est à 80% à 5 ans pour un cancer du côlon métastatique, ce qui est quand même extrêmement positif. Si on regarde la survie sans progression, on voit qu'il y a quand même effectivement de la rechute, mais en fait qui peut être localisée, qui peut être traitée, et donc finalement on a peu d'impact immédiat sur la survie à 5 ans. Donc c'est vraiment quelque chose qui va soulever des questions et qui va changer la prise en charge. C'est des résultats qui sont impressionnants, qu'on ne peut pas ignorer. Mais bon, tu fais partie d'un centre de greffe. Si je ne dis pas de bêtises, il y a 4000 patients sur liste, 1100, 1200 greffes par an. Donc tu sais plus que tous les autres que ce n'est pas facile l'attribution des greffons. Donc comment tu vois arriver cette nouvelle indication? Il n'y a pas beaucoup de patients dans l'étude. Est-ce qu'il y aura très peu de patients éligibles? Ou si on rentre là-dedans, encore une fois, c'est une vraie avancée, hein, mais si on rentre là-dedans, est-ce qu'on en a les moyens? Alors c'est toujours difficile d'évaluer, mais effectivement, clairement, ça pose un problème parce que ça va faire une indication de plus sur une liste qui est déjà très chargée avec toutes les questions de priorisation. Là, ils ont eu un créneau spécifique, priorisation à 2 mois. Si on va les greffer tout cela avec une priorisation rapide, ça a décalé d'autant les patients qui sont actuellement dans des délais d'attente un peu longs. Donc clairement, le carcinome hépatocellulaire, c'est eux qui attendent 1 an et demi à peu près en moyenne. Le nombre de patients, ça va toujours être le problème. C'est que là, c'est des patients hyper sélectionnés parce qu'on est dans un essai prospectif, RCP local, d'onco, de transplant, RCP
de centres experts centralisés pour le protocole. Si ça devient monnaie courante, ça va peut-être être plus fréquent que ça. Et ça va effectivement vraiment poser un problème d'accès. En termes de chiffres, va y avoir des discussions, je pense, sur le degré de priorisation, le degré d'acceptabilité qu'on va avoir. Mais factuellement, l'utilisation, la futilité d'un greffon, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas d'indication, s'il y a moins de 50% à 5 ans de survie, là, ils sont largement au-dessus. Va y avoir des patients jeunes qui se retrouvent dans des situations difficiles, clairement, qui ont ces cancers du côlon métastatique. C'est très difficile de ne pas envisager cette possibilité. Affaire à suivre, donc. Oui, clairement. Et pour terminer, sur la même thématique, le délai d'attente pour la transplantation hépatique, l'attitude française en fait qui a été mise en place depuis quelques années sur l'indication de transplantation dans le carcinome hépatocellulaire précoce avec traitement curatif et l'inscription sur liste immédiate ou décalée. Donc, le carcinome hépatocellulaire, c'est la première indication de transplantation, on connaît bien. On sait qu'il y a une disponibilité des greffons qui est limitée, on vient d'en parler, et les candidats sont actuellement sélectionnés sur le score AFP, taille de la lésion, nombre de lésions, alpha-fétoprotéines, pour vérifier qu'ils sont dans les critères de non-futilité justement de la transplantation hépatique. Le problème, c'est la priorisation de ces patients et donc de voir si c'est vraiment indispensable de greffer tous ces patients. Avec peut-être une transplantation trop précoce pour des patients qui ont un carcinome hépatocellulaire diagnostiqué tôt, pour lequel on peut proposer un traitement curatif. On sait qu'il y a un risque de récidive. C'est des patients qui vont peut-être récidiver avec des lésions qui ne seront plus greffables et on se dit on va les greffer tout de suite. Ça a fait beaucoup débat et finalement, depuis un certain temps, on a dit non, on va attendre la récidive pour les greffer, avec au niveau de l'Agence de la biomédecine actuellement, pour les carcinomes qui peuvent bénéficier d'un traitement essentiellement par radiofréquence, la chirurgie c'est moins fréquent, mais curatif, initial, l'absence de récurrence dans les 6 premiers mois après le traitement curatif, donc vous n'avez pas de lésion, pas d'inscription sur liste. On met soit en contre-indication, c'est ce qui se faisait tout au début, puis quand on a vu le nombre de patients qui s'accumulaient, on a dit non, pas du tout d'inscription. Mais par contre, s'il y a une récidive, on vous inscrit sur liste avec une priorisation à 6 mois, qui permet d'éviter en fait le délai d'attente pour rassurer un peu en disant ça fait 2 ans que j'attends chez moi, j'ai une récidive, il faut se dépêcher. Le critère composite de l'étude, c'était décès ou sortie de liste, donc à cause de la progression de la maladie. Ils ont été récupérés, donc le registre de l'Agence de la biomédecine, un peu plus de 2000 patients, transplantation hépatique pour carcinome hépatocellulaire. Ils ont distingué en fait après les carcinomes hépatocellulaires qui ont été traités par radiofréquence, par chimio-embolisation, ceux qui ont été quand même mis sur liste, ceux qui ont été quand même mis en contre-indication. Donc on a 2-3 populations différentes qu'on va voir tout à l'heure. La moitié avait eu de la chimio-embolisation, un quart de la radiofréquence, 15% de la chirurgie. Quand on regarde en fait le résultat du critère composite décès ou sortie de liste, en bleu clair, on a les patients qui ont bénéficié, qui ont eu entre guillemets l'inscription retardée sur liste. Et on voit finalement que la survie, elle est meilleure que les patients qui sont allés d'emblée à la transplantation pour carcinome hépatocellulaire. Si on regarde un petit peu plus dans le détail, alors là je suis désolé, c'est un petit peu petit, mais on regarde la courbe en vert, c'est les patients qui ont été en inscription décalée, avec l'occurrence du décès ou, les patients ont été transplantés ou pas. Finalement, on voit que c'est eux qui ont la meilleure espérance de vie. Et le graphique du bas, en fait, c'est la récidive post-transplantation. Une question qu'on pouvait se poser aussi, c'est tiens, on a joué la montre, on a essayé de vouloir décaler. Ok, on les greffe dans les temps, mais finalement, est-ce qu'ils ne risquent pas de faire des récidives plus graves, d'avoir de la récurrence plus fréquemment post-transplantation? Et finalement, on voit que non, ils sont complètement associés aux autres indications de carcinome hépatocellulaire. La seule courbe qui sort du lot, c'est la courbe rouge, c'est les lésions multifocales qui n'ont pas été traitées avant, ce qui est là aussi attendu. Donc finalement, en fait, ça valide complètement l'attitude française qui a été établie depuis pas mal de temps. Avec un cancer précoce, on le traite, on l'inscrit uniquement à la récidive. Mais habituellement, vous êtes plutôt, les centres greffeurs, vous êtes plutôt assez dans l'anticipation, proactif. Vous souhaitez qu'on vous appelle assez vite pour statuer sur l'organisation de la prise en charge du patient, pour justement être dans l'anticipation et puis éviter les récidives catastrophiques. Là, en fait, ça veut dire que je gère mon malade et je vous appelle qu'à la récidive? Alors, je caricature. Oui, mais alors non, effectivement, parce que ce qui va être important, c'est de pouvoir enchaîner derrière.
et pas de vous retrouver en porte-à-faux après un traitement curatif. C'est-à-dire que, après, dans un gros centre qu'à l'habitude, effectivement, l'évaluation initiale, elle est bien faite, il n'y a pas de souci, mais parfois, vérifier qu'il n'y ait pas d'autres lésions à côté, que le traitement a été vraiment curatif complet et qu'il n'y ait pas de problème de ce côté-là. Mais comme il va falloir, à la récidive, les inscrire rapidement pour demander la priorisation, pour ne pas perdre de temps, il faut en fait qu'il y ait eu une petite vérification, peut-être à minima, peut-être en fonction du niveau d'expertise du centre que vous avez et en discussion avec le centre de transplantation. Est-ce qu'on le présente juste en RCP, vous validez sur le principe et on fait le bilan pré-greffe à la récidive? Est-ce qu'il est un petit peu limite à cause de l'âge, à cause des comorbidités, à cause de tout ce qu'il va y avoir à côté? Auquel cas, on fait le bilan pré-greffe d'emblée parce qu'on sent que c'est un petit peu border et comme ça, on peut valider ou pas. À la récidive, on l'inscrit. C'est un petit peu à voir en fonction des habitudes des centres avec lesquels on travaille. En tout cas, c'est bien de ne pas appeler au dernier moment en panique en disant bah, « Tiens, en fait, j'ai traité il y a 3 ans ce monsieur, il vient de récidiver son CHC, c'est multifocal, une alpha-féto qui commence un petit peu à monter. » Le temps du délai pré-transplantation, si jamais il y a un petit problème parce qu'il a une néphropathie, une coronaropathie ou je ne sais quoi qu'on veut réévaluer, qu'il soit listé, il va perdre un peu de temps, ça peut quand même lui faire perdre un peu de chance. Donc c'est une politique, je pense, qu'il faut vraiment discuter en local avec le centre transplanteur. On ne va pas avoir la même attitude avec un centre, un gros CHU qui a de l'expertise en oncologie, en hépato, etc. et un centre qui a moins d'expertise, qui va peut-être plus avoir besoin qu'on évalue plutôt le patient. Donc c'est la validation d'une option, mais on maintient le dialogue pour discuter et se mettre d'accord sur les différentes options. Exactement. Et merci beaucoup, Édouard. Merci, Jérôme.